Très bien, il est bientôt 18 heures. Alors, pour vous rappeler l'événement du jour, c'est bonjour Paris Animosopolis, bonjour Nathalie Hérault, bonjour. Alors, il y a Guillaume Lefebvre qui a rejoint, merci. Alors, donc, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Alors, il est bientôt 18 heures. On va pouvoir commencer. Donc, c'est un webinaire scientifique pour vous présenter les conséquences des fortes chaleurs et des canicules sur le bien-être des poissons d'élevage, qui est présenté par Gauthier, notre chargé d'études scientifiques. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose vous faire une courte présentation de notre association Wellfarm et de Chaudaudan, la campagne dans laquelle s'inscrit ce webinaire. Gauthier, si tu veux bien partager l'écran, on va pouvoir commencer. S'il te plaît. Alors, je lance le partage d'écran. Est-ce que l'écran, la présentation fonctionne comme il faut? Bonjour à l'association Torcol. Alors oui, c'est bon, le partage d'écran marche. Merci beaucoup Gauthier. Alors donc simplement, avant vraiment d'entrer le vif du sujet, quelques mots sur Wellfarm. Alors Wellfarm, nous sommes une association qui est reconnue d'utilité publique. Notre mission, c'est améliorer la condition des animaux de ferme à toutes les étapes de leur vie, élevage, transport, abattage. Nous avons été créés en 1994 donc à une époque où la condition animale n'avait pas encore la place qu'elle a aujourd'hui dans le débat public. Et nous sommes basés dans le Grand Est, à Metz. Nous avons également une ferme refuge dans la Meuse, à Vauquois. Et nous agissons grâce à la générosité publique, donc les dons, les parrainages, etc., de nos 29 000 membres et donateurs. Donc, pour répondre à notre mission d'utilité publique, nous avons différents modes d'action. Donc, d'une part, vraiment l'information du public sur les conditions d'élevage, de transport, etc. des animaux grâce à nos campagnes d'information notamment. On participe également à la diffusion des connaissances scientifiques sur le bien-être des animaux. C'est notamment ce qu'on fait aujourd'hui avec ce webinaire scientifique. Et on agit également auprès d'un public scolaire grâce à notre chargé d'éducation. On accompagne également les éleveurs, l'industrie agroalimentaire, les distributeurs, donc les supermarchés, etc., à une meilleure prise en compte du bien-être animal dans leurs pratiques. On contribue à faire évoluer également la législation, donc on agit auprès des entreprises privées, mais aussi auprès des institutions pour plaider pour une évolution dans un sens plus favorable aux animaux d'élevage. Et enfin, je vous le disais tout à l'heure, on a une ferme refuge éducative dans la Meuse, la Ardonnerie, qui accueille des animaux d'élevage qui ont été victimes de maltraitance et qui après deviennent de véritables ambassadeurs de leur espèce auprès du public. Donc, si tu veux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Gauthier. Donc, aujourd'hui, on est réunis dans le cadre de l'une de nos campagnes, la campagne Chaud dedans. On peut se poser la question, en fait, pourquoi une association de protection animale fait une campagne sur les fortes chaleurs? Donc, vous le savez très certainement, hein, chaque année, la liste des épisodes climatiques extrêmes, elle ne cesse de s'allonger. En 2023, de tristes records ont malheureusement encore été battus. Juillet 2023, c'est le mois le plus chaud qui a jamais été enregistré sur Terre, qui bat le record qui a été jusque-là détenu par juillet 2019. Et puis en cette fin d'août, on vit une canicule, la France vit sa plus forte canicule tardive. Les océans aussi témoignent de cette évolution avec des températures de surface qui sont anormalement élevées depuis avril. On a un record absolu qui a été battu le 30 juillet avec une température de surface de 0,51 degrés au-dessus de la moyenne. Donc ces fortes chaleurs, elles s'intensifient en raison du changement climatique qui est lui-même d'origine humaine, qui vient des émissions de gaz à effet de serre émis par les humains et qui accroît, voilà, c'est la durée et la fréquence ainsi que l'intensité des vagues de chaleur et des canicules. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, vous connaissez, vous l'avez vous-même ressenti les conséquences sur la
santé, sur les écosystèmes, sur les activités économiques. Mais ce qui est trop peu discuté, selon nous, c'est que le changement climatique, enfin, ces canicules et ces fortes chaleurs, elles ont aussi d'importantes conséquences sur les animaux d'élevage. En fait, à partir, au-delà d'une certaine température, et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, les animaux, ils vont souffrir de ces fortes chaleurs. Ça a des conséquences sur leur physiologie, sur leur santé, sur leur comportement, sur leur performance zéotechnique. Et pire encore, ça peut causer d'importantes mortalités. On va en discuter, c'est le cas pour les animaux terrestres, c'est comme pour les poissons. En début de semaine, le 21 ou le 22 août, il y a 500 carpes qui ont été retrouvées mortes, malheureusement, à la surface d'un étang dans l'Ain, où l'eau a dépassé les 30 degrés. Du coup, voilà, malheureusement, on peut avoir des épisodes comme ça lors des fortes chaleurs. Et comme ils sont encore trop peu discutés et qu'ils vont devenir de plus en plus fréquents avec le changement climatique, l'année dernière, en 2022, on a lancé une campagne avec France Nature Environnement chaud dedans pour alerter et demander à ce que donc, l'adaptation des activités humaines au changement climatique, c'est-à-dire l'ensemble des évolutions qui vont devoir être conduites pour limiter les impacts du changement climatique, elles prennent aussi en compte le bien-être des animaux d'élevage. Donc, c'est une campagne pour nous qui nous permet aussi de pousser pour un modèle qui soit plus résilient aux effets du changement climatique, mais aussi plus respectueux du bien-être des animaux d'élevage. On a lancé une pétition, donc vous pouvez voir nos 3 demandes principales. Vous pouvez aussi accéder en ligne sur urgenceclimatiqueanimaux.fr. Donc voilà, on a 3 mesures phares qu'on défend: la réduction des densités dans les bâtiments et les bassins d'élevage, l'aménagement de l'environnement pour répondre aux besoins des animaux et l'interdiction des transports d'animaux organisés par forte chaleur, notamment pour les animaux terrestres. Et Gauthier va revenir sur certaines d'entre elles, donc je ne vais pas m'y attarder plus longtemps. On a également remis un dossier de recommandation, tout complet de cette pétition, mais qui reste non exhaustif, qui est là pour vraiment venir compléter et renforcer les préconisations qui sont déjà existantes et faire vivre ce débat autour de la protection des animaux par forte chaleur. Ces recommandations qui, pour l'essentiel, consistent à voir comment est-ce qu'on peut protéger les animaux de ces fortes températures et également comment on peut leur laisser exprimer leur comportement naturel qui leur permettent de faire face à la chaleur. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante, Gauthier, s'il te plaît. Et donc, ça, c'est une campagne qu'on a lancée l'année dernière. Et cette année, on continue évidemment notre travail, notamment notre travail de plaidoyer. On a en effet l'adaptation au changement climatique. Vous avez peut-être entendu les annonces de Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, qui a annoncé vouloir travailler sur des trajectoires de référence en matière d'adaptation au changement climatique. Vous avez peut-être entendu dans les médias qu'il fallait adapter la France à plus 4 degrés. Ça a beaucoup fait parler. Et autour de ça, l'objectif, c'est de renouveler le plan d'adaptation au changement climatique de la France. Et donc, on s'est mobilisé pour que le bien-être des animaux, comme je l'ai dit précédemment, soit pris en compte. Donc, en continuant notre campagne d'information du grand public et de mobilisation, également en incitant à participer à la consultation publique sur le sujet, en publiant également une lettre ouverte à l'attention du ministre en réaction au plan de gestion des vagues de chaleur qui était paru et également en publiant un rapport d'analyse de notre application Truck Alert, une application que vous pouvez toujours télécharger qui permet de signaler les transports d'animaux vivants par plus de 30 degrés. Vous pouvez aller consulter tous ces documents sur notre site web. On vous y invite si c'est un sujet qui vous intéresse. Et on a aussi choisi cette année en particulier, parce que les poissons sont les oubliés, parmi les oubliés, de les mettre en avant dans les choix de visuels de notre campagne et également en organisant ce webinaire. Donc, pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gauthier Ribrol, qui est chargé d'études et bien-être animal au pôle scientifique de l'association Wellfarm. En quelques mots, Gauthier, il est éthologue, donc c'est un spécialiste du comportement animal. Il est diplômé de l'Université de Rennes et il s'est spécialisé au fur et à mesure sur le bien-être des poissons. Donc, il a notamment travaillé à Göteborg, en Suède, sous la direction de Lynn Snedden, à propos de l'évaluation du stress chez la truite arc-en-ciel. Et depuis son arrivée à Wellfarm, il vient enrichir notre expertise scientifique sur cette question. Il a en particulier collaboré à un rapport sur les pratiques d'abattage des poissons et il travaille également sur leurs conditions d'élevage. Donc, on va pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet. Gauthier va vous présenter dans un premier temps les constats, donc les risques que fait poser l'augmentation des températures
sur le bien-être, la physiologie, la santé des poissons. Et une fois ce constat posé, on pourra discuter des pistes de solutions que nous avons identifiées à Wellfarm et que nous avons aussi adressées au pouvoir public. Ce n'est pas une feuille de route, évidemment, ce ne sont pas des invectives, il faut faire ça, ça ou ça, mais c'est là pour alimenter le débat public à l'aide de notre expertise sur le bien-être animal. Et enfin, on réservera à la fin 15 à 20 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez les poser sur le chat, je les suivrai. On pourra y répondre à la fin, mais vous n'hésitez pas à les poser en cours de route. Et également, la présentation sera disponible à la fin, si vous le souhaitez. Sur ce, Gauthier, je te laisse donc présenter. Je te remercie, Marie, pour cette introduction. Comme tu l'as dit, je vais commencer par présenter dans un premier temps le problème en termes de quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la qualité de vie des poissons d'élevage. Et dans un premier temps, je voudrais commencer par faire un petit rappel sur à quoi ressemble la filière piscicole française. Il faut savoir que la France, nous sommes le 4e producteur de l'Union européenne de poissons d'élevage en tonnage en 2020. On a un tonnage de production qui est autour de 46 000 tonnes de poissons par an, ce qui représente environ, selon une estimation de 2017, entre 20 et 66 millions d'individus abattus chaque année. Sachant qu'on a également une activité d'export de poissons vivants juvéniles qui ne rentrent pas dans les statistiques des animaux que l'on abat chaque année. On a diverses productions piscicoles en France. La plus importante, c'est la salmoniculture. Alors, par salmoniculture, on entend les élevages de salmonidés, qui est la famille des saumons atlantiques, des truites arc-en-ciel, des ongles chevaliers ou des saumons de fontaine. Et en France, notre espèce principale dans le cadre de la salmoniculture, c'est la truite arc-en-ciel, ce qui fait de la France le premier producteur de l'Union européenne de truites arc-en-ciel en 2020 en tonnage. Et les truites arc-en-ciel en France, elles sont principalement élevées dans des bassins terrestres en eau douce, ce qu'on appelle généralement des raceways, ce sont la plupart du temps des longs bassins en béton rectangulaires. Et en ce qui concerne les autres salmonidés, on a également des productions avec des volumes plus réduits avec d'autres espèces comme les ongles ou les truites fario. Concernant le saumon atlantique, à l'heure actuelle, on a uniquement 2 élevages en France de dimension modeste. Cependant, on a plusieurs très gros projets d'élevage de saumon atlantique en eau recyclée qui sont envisagés mais qui n'ont pas encore vu le jour. Et il faut savoir également que même si on est un producteur assez modeste de saumon pour le moment, la France est un des principaux importateurs et consommateurs de saumon à l'échelle mondiale, qu'on importe principalement de Norvège et d'Écosse. Les salmonidés en France, du coup, les truites arc-en-ciel sont principalement élevées en bassin terrestre, mais on a également une minorité de la production qui peut être réalisée dans des cages en mer ou en lac. Ce que j'entends par cage, en fait, ce sont ces systèmes où c'est souvent des bassins, enfin, c'est souvent des structures circulaires qui suspendent un filet dans l'eau au sein desquelles les poissons vont être élevés. Et, mais ça représente une minorité de la production de salmonidés en France qui est majoritairement élevée en bassin terrestre. On a également des productions de poissons marins, en particulier les bars, les dorades et également quelques autres espèces annexes, notamment les maigres où la première stade d'élevage va se faire à terre et le deuxième stade de l'élevage va se faire ensuite en mer, en cage marine. Et sauf qu'il faut savoir que les bars et les dorades, ce sont des espèces qui tolèrent plutôt bien les eaux chaudes et qui, voire peuvent même avoir besoin d'eau chaude et qui, pour le coup, ne sont pas encore trop concernés pour le moment par des très grosses problématiques en termes d'adaptation au réchauffement climatique, du fait que ce sont des espèces qui, par exemple, peuvent naturellement être trouvées en Méditerranée, là où la température de l'eau peut naturellement être relativement élevée. On a également des productions d'esturgeons, notamment pour le caviar, et on a également une filière de pisciculture d'étang, du coup, enfin, ce qu'on dit la pisciculture extensive, qui élève notamment des carpes, mais ça représente un tonnage beaucoup plus faible. Dans la mesure où la salmoniculture, les élevages de salmoniers, et en particulier de truites arc-en-ciel, ça représente la majorité du volume de production en France, et dans la majorité, et également du fait que les truites arc-en-ciel sont davantage vulnérables aux effets de réchauffement climatique que d'autres productions, notamment comparées aux bars et dorades. Dans le cadre de cette campagne, on a décidé de se focaliser sur le cas des élevages de
salmonidés et en particulier de truites arc-en-ciel en France. En effet, cette filière est particulièrement vulnérable parce que les poissons, de manière générale, ce sont des animaux à sang froid. Alors, dans le jargon scientifique, on va dire qu'ils sont poikilothermes et ectothermes. L'idée, en fait, c'est que, contrairement aux mammifères et aux oiseaux, ils ne vont pas produire eux-mêmes leur chaleur corporelle et leur température corporelle ne va pas être stable comme celle d'un mammifère, mais va varier en fonction de la température de l'eau environnante. Ce qui fait que la vitesse de leur métabolisme, la vitesse de toutes les réactions chimiques qui se produisent au sein de leur organisme pour maintenir son fonctionnement, va être dépendante en fait de la température de l'eau et en fait voilà, de l'influence du milieu. Et en plus de ça, les salmonidés, ce sont des poissons plutôt d'eau froide. Et ces deux caractéristiques, ça crée des vulnérabilités face aux effets du réchauffement climatique. Pour donner un ordre de grandeur, le préférendum thermique de la truite arc-en-ciel, du coup les températures qui sont plus favorables, ce sont les chiffres suivants, d'après notre analyse. Un niveau idéal pour les œufs et les alevins ce sont les poissons juvéniles. Les températures idéales, c'est plutôt de l'ordre de 1 à 10 degrés Celsius. Pour les stades de vie ultérieurs, la température idéale, c'est plutôt autour de 10 à 16 degrés Celsius. Des températures pas forcément idéales, mais intermédiaires acceptables en eau douce pour les œufs et les alevins, c'est lorsque la température est inférieure à 15 degrés. Pour les stades de vie ultérieurs, on a tendance à évoquer un préférendum entre 4 et 18 degrés lorsqu'on est en eau douce. Et en eau de mer, un préférendum un peu moins élevé, situé en dessous de 16 degrés. Et on commence à atteindre des niveaux critiques lorsque la température commence à dépasser 15 degrés pour les œufs et les alevins, lorsque en eau douce pour les stades de vie ultérieurs, elle commence à dépasser ou à atteindre 22 degrés. Et en eau de mer, on peut parler de stade critique dès le dépassement de 19 degrés. Et ces jours-ci, du coup, avec la canicule, on peut arriver en fait à des situations où la température de l'eau s'approche des niveaux critiques. Et en fait, lorsque l'on dépasse les seuils critiques de manière prolongée et excessive, ça peut provoquer de la mortalité tout simplement. Et lorsqu'on s'approche simplement des stades critiques, donc on navigue entre les stades intermédiaires et les stades critiques, on peut avoir une dégradation du bien-être sans forcément avoir de mortalité. Du coup, on a à la fois des effets létaux et des effets dits sublétaux lorsqu'on a une augmentation de la température. La filière est également vulnérable parce qu'il faut savoir que les poissons de manière générale et les salmonidés en particulier, ce sont des animaux qui préfèrent l'ombre à la lumière. On dit que ce sont des animaux scototaxiques. En fait, de manière générale, en particulier lors des fortes chaleurs, mais même indépendamment de la température, ils ont tendance à préférer rester dans les zones d'ombre, notamment parce qu'en milieu naturel, lorsqu'elles vivent en rivière, lorsqu'elles trouvent des zones d'ombre, les truites se sentent davantage en sécurité parce que ça correspond souvent à des endroits où il y a une couverture sur le dessus qui va les protéger des oiseaux piscivores qui pourraient être des prédateurs pour elles. Et du coup, pour cette raison-là, les salmonidés ont tendance à être attirés par l'ombre, à préférer l'ombre. Et il faut savoir également que les poissons et les salmonidés en particulier peuvent attraper des coups de soleil s'ils sont exposés au soleil trop longtemps, ce qui va se manifester par des taches blanchâtres, comme on peut voir sur l'illustration. En général, c'est sur le dos ou sur la tête, sur la nageoire dorsale ou le haut de la nageoire caudale. Ça peut être problématique en termes de bien-être. Alors forcément, la prévalence des coups de soleil n'est pas forcément... tous les poissons d'élevage n'ont pas des coups de soleil, mais c'est un problème qui peut survenir dans les épisodes de canicule, notamment lorsque les élevages sont un peu en altitude, ce qui est un facteur de risque par rapport au rayonnement UV qui provoque les coups de soleil. Une autre raison qui explique la vulnérabilité de la filière, c'est le fait que les truites sont des poissons qui, en milieu naturel, la plupart du temps, vivent en rivière. Et les rivières sont des environnements très riches, plutôt riches en oxygène. Et du coup, les truites sont des poissons qui ont des forts besoins en dioxygène dissous dans l'eau pour pouvoir respirer convenablement. Pour donner des ordres de grandeur, d'après notre analyse de la littérature, les niveaux idéaux pour le bien-être des truites, ça se situe autour de 8 à 10 mg par litre de dioxygène dissous à partir du stade alevin.
Pour les stades, pour les œufs, ce serait plutôt au minimum 9 mg par litre pour le niveau idéal. Au niveau intermédiaire, ce serait des concentrations supérieures à 7 mg par litre. Et on commencerait à avoir des problèmes et s'approcher des seuils critiques lorsqu'on commence à descendre en dessous de 5 mg par litre. Et sachant que justement, lorsque on n'a plus assez d'oxygène dans l'eau, en fait, les poissons vont avoir du mal à respirer. Si on est juste à un niveau d'insuffisance modéré, ça va juste se traduire par du stress et une dégradation, enfin, des problèmes de mal-être. Et si on est à des niveaux de baisse d'oxygène plus conséquents, ça peut aller jusqu'à des morts par asphyxie avec des mortalités qui peuvent être assez importantes. Et en fait, il faut savoir qu'il y a un phénomène un peu pervers qui est que lorsque la température de l'eau augmente, ça va augmenter le métabolisme des truites, comme je disais, qui sont des animaux à sang froid. Et lorsque le métabolisme augmente, les poissons ont besoin de davantage d'oxygène pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire fonctionner leur organisme. Et sauf que dans le même temps, lorsque la température de l'eau augmente, il y a un phénomène physique qui se produit qui fait que la quantité de dioxygène dissous dans l'eau va diminuer. Et en plus de cela, il faut rajouter un deuxième phénomène plutôt de l'ordre microbiologique, qui est que lorsque la température de l'eau augmente, ça va ça va favoriser le développement et augmenter le métabolisme des micro-organismes qui vivent dans l'eau, comme les microalgues ou les bactéries. Et cette activité des micro-organismes va également consommer de l'oxygène et du coup réduire le niveau d'oxygène dissous dans l'eau. Et ce qu'on peut voir un peu sur le schéma symbolique ici, c'est que on a du coup en abscisse la température avec les températures fraîches à gauche et les températures élevées sur la droite, et en ordonnée simplement très arbitraire. On peut voir qu'au bout d'un moment, en fait, on peut imaginer que les courbes risquent de se croiser avec l'augmentation des besoins en oxygène des poissons créés par l'augmentation de la température, qui croise dans le même temps une diminution de niveau d'oxygène disponible dans l'environnement, qui est également une conséquence de l'augmentation de la température. Et tout cela explique que de manière assez fréquente, en été en France, il y a des épisodes de mortalité assez importantes qui sont liés à la désoxygénation de l'eau. Un autre problème, c'est que lors des périodes de forte chaleur, il y a très souvent des problématiques de sécheresse. Or, quand on a fait face à une sécheresse, on va avoir une baisse du débit des rivières auprès desquelles les élevages s'approvisionnent, ce qui veut dire qu'il y aura une baisse du taux du renouvellement de l'eau au sein des élevages, ce qui aura pour conséquence de dégrader la qualité de l'eau de manière générale, ce qui contribue à aggraver le problème. Et en particulier, il y a la période qu'on appelle l'étiage, c'est la période à laquelle le niveau d'eau des bassins, des rivières auxquelles on s'approvisionne est le plus bas. Et c'est souvent des périodes très critiques en pisciculture qui sont particulièrement à risque en matière d'épisodes de mortalité de masse. Et il faut également savoir qu'en ce qui concerne la situation des cages en lac et en mer, il y a un autre risque qui est le phénomène des blooms algaux. Alors les blooms algaux, c'est lorsque on observe un développement très marqué des micro-organismes, c'est-à-dire des micro-algues, mais ça peut aussi être des cyanobactéries dans l'eau, qui vont consommer tout l'oxygène et potentiellement apporter des toxines dans l'eau, ce qui peut être fatal pour les poissons s'ils sont dans cet environnement-là. Et il faut savoir que l'augmentation de la température de l'eau et les vagues de chaleur, c'est un des facteurs qui favorise l'apparition des blooms algaux, même si ce n'est pas le seul et unique facteur déterminant. Enfin, il y a également une autre variable qui augmente la vulnérabilité de la filière truite et qui est liée à une pratique de la filière en elle-même, c'est la question du recours à la triploïdie. La triploïdie, en fait, ça désigne l'état des organismes qui ont leurs chromosomes en triple plutôt que de les avoir en double. Et c'est un état qui peut être induit artificiellement en élevage en pratiquant un procédé sur les œufs. Avant la première division cellulaire, en fait, on va procéder à un choc de pression ou bien à un choc de température, ce qui va engendrer cet état-là. Et cette modification-là est réalisée à la fois pour des motivations productivistes, notamment parce que voilà, ça augmente les performances zootechnique des poissons. En particulier, ça va rendre les poissons stériles. Or, la maturité sexuelle en élevage, c'est indésirable
parce que ça va dégrader les performances de croissance. Ça va également affecter un peu négativement la qualité de la chair au moment de la maturité sexuelle. Et pour cette raison-là, les producteurs cherchent à avoir des poissons stériles et la triploïdie est un moyen d'y remédier. Et il y a également un volet environnemental dans ces motivations-là, car le fait d'avoir des poissons stériles, ça fait qu'en cas d'échappée, si les poissons s'échappent de l'élevage, ils ne vont pas être capables de se reproduire, ce qui permet d'éviter des risques d'invasion biologique dans le milieu naturel. Et sauf qu'il faut savoir que la triploïdie, ça a également tout un tas d'effets secondaires qui peuvent être, dans beaucoup de cas, négatifs en termes de mal-être pour les truites. Et il y a notamment deux effets qui sont problématiques, qui est que la triploïdie, ça augmente en fait la vulnérabilité des truites face aux fortes chaleurs et également face au manque d'oxygène. Du coup, ça les rend plus vulnérables encore face aux vagues de chaleur, alors qu'elles étaient déjà de base de par leur biologie naturelle. Et en plus de ça, le recours à la triploïdie, ça a également tendance à augmenter la probabilité de tout un tas de difformités, comme des difformités de la colonne vertébrale dont on peut voir une illustration. Alors ça ne veut pas dire que tous les poissons triploïdes vont avoir des difformités aussi prononcées que ce qu'on peut voir sur notre image, mais la probabilité que ce genre de problème soit rencontré est augmentée par cette pratique-là. Et la triploïdie, c'est une pratique qui est très très répandue dans les vaches détruites en France en conventionnel et également à l'étranger. Merci beaucoup Gauthier pour cette présentation des vulnérabilités de la filière piscicole. Hein. Pour celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, Gauthier nous a présenté donc les vulnérabilités face à forte chaleur qui s'intensifie en raison du changement climatique. On a pu voir les effets sur la santé des poissons avec voilà, certaines choses qui peuvent être inconnues hein, pour peut-être certains d'entre vous, comme le fait que des poissons peuvent attraper des coups de soleil. S'il y a des choses qui vous ont surpris, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On y reviendra à la fin de la présentation. Et on a aussi pu voir l'impact sur leur milieu, notamment sur la qualité de l'eau. Maintenant, on vous propose de voir quelles sont les pistes de solutions que nous présentons à Wellfarm, hein, qui, je le rappelle, ne sont pas une feuille de route. Ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas notre philosophie, mais voilà, des pistes pour venir compléter ou renforcer les préconisations déjà existantes. On fait le distinguo entre deux types de solutions que va vous présenter Gauthier. D'une part, les mesures d'urgence, hein, le nom est très transparent. Ce sont les mesures immédiates de court terme qui peuvent être mises en œuvre lors des épisodes de forte chaleur pour protéger autant que possible les animaux dans des systèmes existants ou presque. Et il y a aussi ce que nous appelons des mesures transformationnelles qui sont, elles, des mesures structurelles qui nécessitent une planification sur le long terme pour aller vers des évolutions plus profondes des modes d'élevage. Ici, on parle que d'élevage dans ce webinaire, pas de transport des animaux, qui sont plutôt des solutions préventives. Pour nous, à Wellfarm, ces solutions sont nécessaires à envisager, d'autant plus si on se dirige vers un monde à plus 2, voire plus 4 degrés, avec voilà, des changements assez conséquents en termes d'épisodes de forte chaleur. Ce n'est pas que nous qui le pensons. Dans son dernier rapport annuel, le Haut Conseil pour le climat a noté que l'adaptation au changement climatique, elle ne peut plus se réduire à des réponses ponctuelles et réactives, mais elle doit devenir transformationnelle et proactive pour essayer d'anticiper la poursuite des conséquences du changement climatique. Voilà, Gauthier, je te laisse présenter nos solutions et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires avec ce que vous trouvez intéressant, si vous êtes d'accord ou pas, etc. On pourra y revenir. Merci Marie pour la transition. Alors, je vais commencer par les mesures d'urgence. Il y en a deux principales qui sont liées d'une part à la gestion du dioxygène dissous dans l'eau et d'autre part à la gestion de l'alimentation. Il est important de gérer correctement les niveaux de dioxygène dissous dans l'eau pour éviter les problèmes de désoxygénation et d'asphyxie. Et pour ça, il est important ça commence par le fait de surveiller les taux de dioxygène dans l'eau de manière assidue à l'aide de sondes qu'on va placer dans les bassins qu'on appelle des oxymètres. Et l'idée, c'est que grâce à ces sondes, on va pouvoir évaluer les niveaux disponibles, ce qui fait que lorsque l'on détecte une chute des niveaux de dioxygène,
on peut en réponse prendre des mesures correctives comme l'aération et l'oxygénation. Ce qu'on appelle l'aération, c'est ce qu'on voit sur l'illustration sur cette photo. Ce sont des dispositifs qui vont créer de l'agitation à la surface de l'eau, par exemple des jets d'eau en l'occurrence, ce qui va favoriser les échanges de gaz entre la surface et l'eau, ce qui va favoriser le fait que l'eau se recharge en oxygène, tandis que l'oxygénation, c'est la diffusion d'oxygène pur dans l'eau. Et ces deux mesures-là permettent d'augmenter le niveau d'oxygène disponible pour faire face aux baisses qui peuvent survenir lors des fortes chaleurs. Et idéalement, on peut même envisager de coupler les systèmes de surveillance et les mesures correctives avec des systèmes d'alarme automatisés. L'idée, c'est de faire en sorte que lorsque les sondes détectent des baisses d'oxygène, de manière automatique, ça envoie un signal à l'éleveur qui est au courant à ce moment-là qu'il y a une baisse de niveau d'oxygène, et de manière automatique, ça va déclencher le fonctionnement des mesures correctives pour anticiper les chutes, pour prévenir les problèmes de désoxygénation. Et je précise que en Suisse, la réglementation impose de maintenir une concentration minimale de 5 mg par litre de dioxygène dissous dans les élevages de salmonidés en eau douce. Et on pourrait s'inspirer potentiellement de cette mesure réglementaire pour davantage encourager à la mise en œuvre de ces mesures de gestion. Concernant la gestion de l'alimentation, en fait, l'objectif, ça va être d'adapter les quantités distribuées aux variations de l'appétit des poissons. L'idée, c'est comme je le disais, la vitesse du métabolisme des poissons va dépendre de la température de l'eau. Et lorsque la température de l'eau augmente de manière modérée sans atteindre des seuils critiques, les poissons vont avoir leur métabolisme qui accélère et ils auront des besoins énergétiques supérieurs et ils auront un appétit qui va augmenter. Et dans ce cadre-là, il faut donc leur permettre de pouvoir manger davantage, d'augmenter un peu la ration. Et cependant, lorsque les températures augmentent de manière excessive et que l'on commence à s'approcher des seuils critiques, là, les poissons vont être en stress thermique et spontanément, ils vont réduire leur prise alimentaire, voire l'arrêter totalement. Et du coup, il faut diminuer, voire cesser le nourrissage en suivant le comportement des poissons, notamment parce que si l'on nourrit des poissons qui sont en stress hyperthermique et qui ne vont pas consommer l'aliment, en fait, on va dégrader la qualité de l'eau à cause des restes d'aliments non consommés. Et une solution qu'on peut mettre en œuvre pour faciliter l'ajustement des quantités distribuées de nourriture aux variations de l'appétit des poissons, c'est de généraliser le recours aux self-feeders. Les self-feeders, ce sont des dispositifs de distribution de l'aliments où en fait ce sont les poissons eux-mêmes qui vont actionner le déclenchement de la distribution de l'aliments. C'est déjà assez largement utilisé en pisciculture et ça permet voilà, de se calquer sur les variations de l'appétit des poissons de manière plus fine. Et ça a également d'autres bénéfices en termes de bien-être animal, même indépendamment des fortes chaleurs. En cas de survenue d'un bloom algal en cage lacustre ou en cage marine, il faut cesser de nourrir les poissons de manière temporaire. Pourquoi? Parce que en fait, le réflexe des poissons, ça va être de se réfugier en profondeur, là où il y a moins d'algues et là où il y a plus d'oxygène. Et si on les nourrit à ce moment-là, en fait, on va les inciter à remonter vers la surface, là où il y a, dans les zones où ils vont potentiellement rencontrer les algues et les micro-organismes qui ont consommé l'oxygène et du coup, ils vont avoir des problèmes d'asphyxie. Et il y a potentiellement des toxines également en surface dans ces moments-là. Du coup, il ne faut pas inciter les poissons à remonter en surface parce que ça pourrait leur être fatal. Également, il faut éviter de nourrir les poissons si on est, de manière générale, si on a des taux d'oxygène qui sont critiques, parce qu'au moment de la consommation d'aliments, il va y avoir un pic de consommation de l'oxygène pour pouvoir digérer, et il faut éviter d'avoir un pic de consommation d'oxygène à un moment où on n'a pas suffisamment d'oxygène. Je précise également que ces pratiques-là de gestion d'alimentation et de gestion du dioxygène dissous, c'est des choses qui sont déjà assez largement mises en œuvre par une très large partie des pisciculteurs, même s'il y a quand même des marges de progrès. Et notamment en ce qui concerne la marge de progrès, je citerai le fait qu'on a des statistiques qui datent de 2008 en France qui montraient que toutes les piscicultures n'étaient pas encore équipées d'oxymètres. Alors ça date de 2008, c'est probable qu'il y ait davantage de sites qui se soient équipés entre-temps, mais c'est pas impossible qu'il existe encore aujourd'hui des sites qui ne font pas forcément de mesures
extrêmement fine des taux de dioxygène, en particulier les petits sites d'élevage. Et c'est une marge de progrès qui est envisageable pour l'avenir. En ce qui concerne les diverses mesures transformationnelles, l'une d'entre elles qui est à la fois très simple et très efficace à mettre en œuvre, c'est la création de zones d'ombre. Nous, à Wildfarm, on recommande de disposer de rayonnements UV qui sont responsables des coups de soleil, ce qui permet de prévenir cette problématique-là. Et en plus de cela, indépendamment même de la question des fortes chaleurs et tout au long de l'année, le fait de disposer des zones d'ombre, ça va permettre aux truites de satisfaire leur préférence pour l'ombre qui va persister également en automne et en hiver, au-delà même des périodes estivales. Et c'est une pratique qui est la mise en œuvre de zones d'ombre. C'est déjà mis en œuvre par certains pisciculteurs, notamment, vous voyez sur l'image en bas à droite, en France, Aqualand, qui est le leader de la truite arc-en-ciel, sur une partie de ses bassins a déjà mis en œuvre des panneaux photovoltaïques, à la fois pour produire de l'énergie, mais également pour créer des zones d'ombre sur ces bassins. Et c'est tout à fait une pratique qui va dans le sens de nos recommandations, dont on voudrait la voir se généraliser davantage. Je préciserai également qu'en Suisse, la réglementation de protection des animaux impose de fournir 10% de la surface des bassins avec des zones d'ombre pour les élevages de salmonidés, ce qui n'est pas le cas en France et ce qu'on pourrait s'inspirer. Et autant il y a quand même certains pisciculteurs qui commencent à mettre en œuvre cette solution, autant la proportion des pisciculteurs qui mettent en œuvre des zones d'ombre par rapport aux mesures d'urgence dont je parlais, qui sont déjà assez largement mises en œuvre, la proportion est beaucoup plus faible. Et il y a encore aujourd'hui en France beaucoup de pisciculteurs, peut-être même une majorité, qui n'ont pas de dispositif pour mettre des zones d'ombre sur leur bassin, alors même que c'est une des mesures les plus faciles à mettre en œuvre et efficaces pour s'adapter au changement climatique. À Wildfarm, on prône également la réduction des densités. Il faut savoir que la surdensité, de manière générale, indépendamment même de la question des fortes chaleurs, c'est un facteur de mal-être pour les poissons d'élevage. Ça va avoir tout un tas de conséquences. Lorsqu'on a des densités excessives, bien souvent, ça va favoriser l'expression des comportements agressifs entre les poissons. Ça va également favoriser les collisions involontaires entre poissons, éventuellement parfois les attaques bactériennes. Et ça va également faire en sorte que les poissons auront un niveau d'activité en termes de comportement de nage qui va être perturbé. Ils vont se retrouver à nager, à avoir un niveau d'activité plus important toute la journée, souvent avec des virages très fréquents pour éviter les congénères en permanence. Et leur niveau d'activité va rester élevé à la fois le jour et la nuit, alors que lorsqu'on a des densités plus faibles, le niveau d'activité a tendance à être plus modéré et à baisser, à être beaucoup plus faible pendant la nuit lors des périodes de repos. Et lorsque la densité est excessive, un indicateur de ce problème-là, c'est le fait que bien souvent, on va voir une érosion des nageoires sur les poissons, qui est le résultat de ces collisions involontaires fréquentes et de ces agressions interindividuelles exacerbées par les fortes densités. Et en ce qui concerne, pour revenir au lien avec les fortes chaleurs, les surdensités, c'est également de manière assez générale un facteur de risque pour la qualité de l'eau, notamment parce que les poissons, plus on va avoir de poissons dans une unité, dans un volume d'eau donné, plus on va avoir d'excrétion à la fois de CO2, de matière azotée et de fesses dans l'eau, ce qui peut poser problème. Également, on va avoir davantage de consommation d'oxygène. Et ce qui fait que dans les densités excessives importantes qui sont pratiquées à l'heure actuellement, les pisciculteurs sont obligés en fait de garantir un apport artificiel d'oxygène par l'aération et l'oxygénation de manière continue, parce que les densités qu'ils pratiquent, en fait, ce sont des densités qu'ils ne pourraient pas pratiquer en se limitant simplement à la quantité d'oxygène qu'il y a naturellement dans les volumes d'eau qu'ils ont. Et lorsqu'on fonctionne de cette matière-là avec des densités très élevées et avec un apport perpétuel en oxygène pour pouvoir réussir à atteindre ces densités-là, en fait, on a beaucoup moins de marge de manœuvre pour absorber les chutes d'oxygène qui peuvent se survenir lors des épisodes de forte chaleur sans avoir de problème parce qu'on fonctionne déjà à flux tendu au niveau des taux d'oxygène. Et également, lorsqu'on fonctionne de cette manière-là, en fait, on rend la survie des poissons dépendante du bon fonctionnement des équipements d'aération continue, ce qui fait que si on a le moindre problème sur les équipements d'aération ou d'oxygénation,
on va avoir un épisode de mortalité de masse par asphyxie parce qu'on n'aura plus assez d'oxygène dans l'eau. Pour donner des ordres de grandeur sur les pratiques actuelles en termes de densité, pour les truites en France, pour les bassins d'élevage en eau douce, à terre, la borne basse des densités pratiquées, c'est plutôt autour de 25 kg par mètre cube, ce qui correspond aux pratiques dans le cadre de modes de production biologique. Tandis que la borne haute, ça va plutôt être on peut être autour des 100 kg par mètre cube de poisson, voire dépasser les 100 kg autour de 130. Dans certaines publications zootechniques, on va parler de même des fois 150. Mais la majorité des pratiques en conventionnel, c'est plutôt autour de 40 à 80 kg par mètre cube en général, même si on n'a pas de chiffre officiel. Et en ce qui concerne les cages marines à lacustre, la borne basse des pratiques, ça va plutôt être autour de 10 kg par mètre cube, ce qui correspond au mode de production biologique, tandis que la borne haute des pratiques en cage marine de salmonidés, ça va plutôt être autour des 25 kg par mètre cube. Et nous, à Wildfarm, on préconise, on encourage de se rapprocher autant que possible de la borne basse des densités pratiquées, c'est-à-dire des densités qui figurent dans le mode de production biologique parce qu'elles correspondent en particulier aux recommandations qui ont été faites par un rapport de l'Aquaculture Advisory Council, qui est un comité consultatif sur l'aquaculture au niveau européen, qui avait commandité un rapport sur le bien-être des poissons d'élevage, dans lequel un certain nombre de préconisations ont été faites, notamment en matière de densité. Et les préconisations en matière de densité pour les salmonidés correspondaient approximativement aux densités pratiquées dans le cadre du mode de production biologique. Ça peut être un peu abstrait pour certaines personnes de parler en kilos par mètre cube, voire dans le milieu animaliste, peut-être que certaines personnes peuvent trouver ça choquant de voir les individus s'effacer derrière les kilos par mètre cube. La raison pour laquelle on utilise cette unité, c'est parce qu'une même densité en kilos par mètre cube, ça va recouvrir des réalités très différentes en termes de nombre d'individus par mètre cube en fonction du poids moyen des individus. Il faut savoir que dans les élevages de salmonidés, au début du cycle d'élevage, les truites vont faire à peine quelques grammes, alors que les poids d'abattage, selon les calibres, ça va être plutôt autour de 300 grammes, 250 grammes pour les poids d'abattage les plus faibles, et ça peut monter à 1, 2, 2,5 kg, et dans les élevages de saumon, ça peut monter jusqu'à 5 kg. Du coup, c'est une variabilité assez importante. Et pour donner des ordres de grandeur, 25 kg par mètre cube, lorsque les poissons font environ 50 grammes, ça correspond à une densité d'environ 500 individus par mètre cube. Lorsque les poissons font environ 2 kg, ça correspond à une densité d'environ 12,5 individus par mètre cube. Et pour une densité de 80 kg par mètre cube, lorsque les poissons font environ 50 grammes, ça correspond à 1600 individus par mètre cube, tandis que lorsqu'ils font 2 kg, ça correspond à environ 40 individus par mètre cube. Une autre piste d'adaptation, c'est la question de l'augmentation de la profondeur. En fait, il faut savoir qu'en milieu naturel, lors des épisodes de forte chaleur, ce que vont faire les salmonidés sauvages pour se protéger, ça va être de se réfugier en profondeur, car la profondeur, ça offre un refuge thermique parce que l'eau y est plus fraîche. Et c'est pour cette raison-là, on peut penser qu'augmenter la profondeur en élevage, ça pourrait donner un refuge thermique aux poissons en leur donnant la possibilité d'aller chercher des eaux plus fraîches. Les profondeurs accrues, ça présente également le bénéfice de protéger davantage les poissons contre les rayonnements UV qui vont être qui vont moins pénétrer l'eau au fur et à mesure qu'on descend en profondeur, ce qui permet de participer à la prévention des coups de soleil. Et ça permet également aux poissons d'exprimer leur comportement de plongée, qui fait partie de leur comportement naturel. En effet, il faut savoir que, alors en milieu naturel, les truites, on les trouve à la fois en rivière, mais également dans des lacs et en mer. Et il y a des travaux chez les populations en milieu naturel qui ont montré, en particulier chez les truites lacustres, celles qui vivent en lac, qu'elles peuvent passer environ 10% de leur temps à plonger à des profondeurs assez conséquentes, entre 7 et 33 mètres. La profondeur maximale connue où on a retrouvé des truites en lac, c'est même 72 mètres, alors qu'en raceway, souvent la profondeur, elle est en raceway, du coup, dans les bassins d'élevage majoritaires en France, la plupart du temps, la profondeur, elle est autour de seulement 1 mètre. Du coup, on peut voir qu'il y a un écart assez important, même si c'est vrai qu'il y a également beaucoup de populations sauvages qui vivent dans des rivières avec des profondeurs autour de 1 à 2-3 mètres. Mais malgré tout, l'existence de ce comportement de plongée chez les truites lacustres
permet de soupçonner que le comportement de plongée pourrait être bénéfique en termes de bien-être pour les truites, parce que ça leur permet d'exprimer davantage de comportements. Et ce que vous pouvez voir sur le graphe ici, ce sont des mesures qui ont été faites avec des balises qu'on a déposées sur des truites en lac. Ce sont des truites sauvages. En ordonnée, vous avez la profondeur auquel elles nagent en mètres. Et en abscisse, vous avez l'heure de la journée. Du coup, et vous avez deux indications. Ce qui est indiqué avec la ligne noire, le trait continu, c'est les profondeurs auxquelles se nageaient les truites. La plupart du temps, 90% du temps, on voit qu'elles sont à des profondeurs assez proches de la surface, entre 1 et 2-3 mètres sous la surface. Par contre, ce que vous voyez avec les bâtons blancs, ce sont des profondeurs moyennes auxquelles les truites plongent chaque heure, lorsqu'elles passent 10% de leur temps à plonger, sachant qu'elles plongent en général entre 1 et 2 fois par heure. Et on peut voir que lors de leur plongée, elles plongent en général autour de 4, 6 mètres, 8 mètres, 12, 14, 15 mètres, et que c'est des profondeurs assez importantes. Sur la base des informations de ce type-là qu'on a trouvées en milieu naturel, à Wildfarm, on soupçonne qu'en élevage, on pourrait penser que les profondeurs suivantes pourraient être bénéfiques en matière de bien-être animal. En ce qui concerne les bassins terrestres pour les truites entre 50 et 250 grammes, on pense que des profondeurs entre 2 et 3 mètres pourraient être bénéfiques. Et pour les truites au-delà de 250 grammes, on pense même que des profondeurs entre 3 et 10 mètres pourraient être bénéfiques à leur bien-être. En ce qui concerne les élevages en cage, le minimum, on considère que des profondeurs minimales autour de 15 mètres pourraient être bénéfiques et idéalement même on pourrait aller jusqu'à 50 mètres. Alors, ces profondeurs-là, s'il y a des pisciculteurs qui nous écoutent, ils risquent de penser qu'on a perdu la tête parce que, en termes de mise en œuvre, c'est pas si facile. Et en effet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre message, c'est pas de dire que à partir de demain, toutes les piscicultures qui ne sont pas à 10 mètres de profondeur, y compris en bassin terrestre, on va les interdire. Notre message principal, c'est plutôt de dire qu'il faut essayer de faire autant d'efforts que ce qui est possible en tenant compte des contraintes pour augmenter la profondeur des bassins autant que possible. Et on peut s'adapter d'un élevage à un autre avec en fonction des contraintes. Et puis même si on atteint ne serait-ce que 2 ou 3 mètres, ce sera déjà un effort considérable et un progrès considérable. Je précise également qu'il y a une contrainte de mise en œuvre en ce qui concerne la profondeur qui est liée à la question de la vélocité de l'eau. La vélocité de l'eau, en fait, c'est la vitesse du courant dans les bassins d'élevage. Et la vitesse du courant, c'est quelque chose de très important pour le bien-être des poissons pour deux raisons. D'une part, parce que ça leur permet de faire de l'exercice et de nager à contre-courant, ce qui est bénéfique pour leur bien-être. Et d'autre part, parce que ça permet de maintenir ce qu'on appelle l'auto-nettoyage, c'est-à-dire que ça va évacuer un peu les impuretés dans l'eau, ce qui permet de maintenir l'hygiène et la qualité de l'eau dans les bassins. Et un peu de difficulté, c'est que ça va dépendre des bassins d'élevage, mais dans les bassins d'élevage majoritaires en France, qu'on appelle les raceway à écoulement laminaire, lorsqu'on augmente la profondeur de l'eau, en fait, on va diminuer la vélocité de l'eau. Et ce qui peut poser des contraintes. Dans ce cadre-là, nous, on considère qu'il faut faire attention lorsqu'on essaye d'augmenter la profondeur de l'eau à ne pas à toujours garantir au minimum une vélocité de l'eau de 3,3 cm par seconde, ce qui est le minimum nécessaire pour préserver l'auto-nettoyage. Idéalement, il faudrait même que ce soit un peu au-delà pour pouvoir permettre le comportement de nage à contre-courant. Et il y a diverses... alors, j'ai pas eu le temps de rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais il y a diverses pistes qu'on peut prendre en compte pour essayer de gérer cette contrainte de la vélocité de l'eau lorsqu'on essaie d'augmenter la profondeur. Pour donner quelques pistes, il faut savoir que en fait, si on connaît les dimensions du bassin et le débit de l'eau, on va être capable de calculer la vélocité de l'eau, ce qui permet d'anticiper à quel point on peut augmenter la profondeur sans prendre de risques en termes de vélocité de l'eau et d'auto-nettoyage. Je précise également qu'il y a certains élevages, j'ai parlé avec un pisciculteur en Suisse qui fonctionnait comme ça, qui peuvent mettre parfois des hélices dans leur bassin pour générer artificiellement du courant, ce qui permet d'augmenter la vélocité même en pratiquant des profondeurs importantes. Et je préciserai également que les bassins circulaires, du coup, qui sont un style de bassin différent des bassins rectangulaires qui sont majoritaires en France, ils ont des propriétés hydrauliques différentes qui, eux, permettent sans aucun souci d'avoir une vélocité de l'eau assez élevée tout en ayant une profondeur de plusieurs mètres.
Je passe à la slide suivante. Il y a également une question autour de la génétique. Une piste d'adaptation, ça pourrait être d'intégrer la thermotolérance, la résistance à la chaleur et la résistance aux baisses d'oxygène dans les critères de sélection génétique des poissons. Et une piste dans ce cadre-là, c'est un programme de recherche qui est mené actuellement en France par l'INRA, qui s'appelle le programme Hippocampe, dont on peut s'inspirer dans le cadre de la sélection génétique pour les entreprises. Et on peut également questionner le recours quasi systématique à la triploïdie en conventionnel par rapport au fait que ça augmente la vulnérabilité des poissons face à la chaleur et à l'hypoxie, dans le sens où c'est pas acceptable selon la Wild Farm d'engendrer des impacts négatifs en termes de bien-être animal uniquement pour des raisons des motivations productivistes. Et en ce qui concerne les problématiques environnementales, on peut soupçonner que dans le contexte des élevages de truites en France en bassin terrestre, le niveau de risque d'échapper est relativement faible par rapport au cas des cages marines, par exemple des saumons en Norvège, et que le fait d'avoir un recours quasi systématique à la triploïdie en conventionnel, c'est probablement une mesure qui est disproportionnée par rapport au niveau de risque. Et nous, on préconise de réfléchir aux solutions alternatives à la gestion de ce risque-là d'échapper au niveau environnemental, par exemple en se focalisant davantage sur la question de la conception des bassins pour prévenir les échappées. Il est également essentiel d'éviter d'implanter des piscicultures dans les zones qui sont à risque. L'idée, c'est qu'il ne faut pas mettre des piscicultures dans les zones qui sont inadaptées en matière de climat et où tous les ans, peu importe les mesures d'adaptation qu'on va mettre en œuvre, on sait qu'on va avoir un dépassement des températures critiques, on sait qu'on aura des taux d'oxygène qui vont baisser, on sait qu'on aura des niveaux d'eau indisponibles qui ne seront pas suffisants. Et malheureusement, à cause du réchauffement climatique, il y a probablement aujourd'hui des élevages piscicoles en France qui, au moment où ils se sont installés, leur géographie était adaptée pour élever des poissons d'eau froide sur leur site. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et encore plus dans les années qui vont venir, peu importe les efforts d'adaptation qu'on va faire, il y a probablement des sites où tout simplement on ne pourra plus élever des poissons d'eau froide comme les truites dans ces endroits-là. Et malheureusement, dans ces endroits-là, la seule chose à faire, c'est soit de fermer ou alors de changer pour élever une autre espèce qui est davantage adaptée au climat. Et on pourrait, pour éviter d'avoir des sites qui sont implantés dans des zones inadaptées, je citerai le fait qu'en Suisse, la réglementation impose de ne pas dépasser 22 degrés Celsius pour la température de l'eau dans les élevages de salmonidés. On pourrait envisager une mesure similaire qui permettrait de faire en sorte que seuls les élevages qui sont implantés dans des sites où ils pourront respecter cet ordre de grandeur-là peuvent fonctionner. Et pour partager le fait que le constat que certains élevages sont parfois localisés dans des sites où, malgré les efforts d'adaptation, on ne peut pas toujours répondre aux problèmes. Je voudrais citer Valentin Desportes, qui est le directeur du pôle pisciculture d'Aqualand, le leader de la truite en France, qui, dans une interview publique, en parlant des problèmes provoqués par les vagues de chaleur et des différentes pistes d'adaptation, on disait que tout ça est palliatif. Forcément, on se pose beaucoup de questions sur les prochains étés parce que nous avons un poisson qui n'est pas adapté à vivre dans un milieu comme celui que nous avons aujourd'hui. Pour finir, je voudrais parler de la recirculation. Ce que j'entends par recirculation, c'est une pratique d'élevage qui consiste à récupérer l'eau qui ressort de l'élevage, à lui appliquer des traitements pour l'assainir par divers procédés, pour ensuite la réinjecter dans l'élevage et recycler ainsi l'eau. C'est une technologie en aquaculture qu'on appelle le RAS, c'est un acronyme qui veut dire Recirculating Aquaculture Systems. Il y a divers degrés, il y a diversité des pratiques en ce qui concerne le RAS. Il faut distinguer notamment deux cas, ce que nous on appelle par exemple la recirculation d'appoint. Dans ce cas-là, l'élevage va avoir un système de recirculation qui va activer uniquement, par exemple, en été pendant la période d'étiage pour faire face à par exemple une sécheresse, mais ça va être ponctuel, uniquement pendant les quelques semaines qui vont être problématiques, mais le reste de l'année, l'élevage ne va pas fonctionner en recyclant l'eau. Et cette recirculation d'appoint, il faut la distinguer du cas du RAS intégral, où l'élevage fonctionne entièrement avec une eau qui est recyclée à hauteur de 90 à 99%. Et dans ce cadre-là, on peut même distinguer entre certains élevages où il y a uniquement la phase précoce de l'élevage qui se fait en race, qui était une pratique assez commune, et des cas plus récents où la totalité du cycle d'élevage va s'effectuer en système recyclé. Et autant la recirculation d'appoint,
ça peut potentiellement être bénéfique en termes de mesures d'adaptation au réchauffement climatique pour faire face aux sécheresses. Mais de manière générale, face au système recirculé, à Wild Farm, on considère qu'il y a un point de vigilance majeur à avoir autour des densités, parce que malheureusement, et c'est encore plus vrai en particulier dans le cas du RAS intégral, il faut savoir que le RAS, c'est une technologie qui coûte assez cher et que bien souvent, les élevages en RAS en fait, ont des coûts de production qui sont tellement importants que pour pouvoir être rentables, ils sont forcés de pratiquer des densités qui sont relativement importantes et qui sont bien souvent excessives par rapport aux exigences du bien-être des animaux. Et dans le cas du RAS intégral, on peut également pointer un point de vigilance autour de la qualité de l'eau, parce qu'il y a parfois certains paramètres de l'eau qui peuvent être difficiles à maintenir à des niveaux optimaux en termes de bien-être en RAS intégral. Je pense notamment par exemple aux nitrates. Alors, il y a peut-être des pisciculteurs qui ont été formés à une époque où on disait que le nitrate n'était pas toxique pour les poissons, mais sur les dernières années, on commence à se rendre compte qu'en fait, le nitrate peut aussi être toxique pour les poissons lorsqu'on atteint certaines concentrations. Et dans le cas de race intégrale, il y a une problématique également autour des événements de mortalité de masse. Dans la littérature scientifique et dans la presse professionnelle, dans les gros élevages en race, on a tout un tas d'événements de mortalité de masse qui ont été décrits, qui surviennent en fait lorsqu'on a un dysfonctionnement en fait dans les systèmes de filtre et de retraitement de l'eau. Vu que la survie des poissons est dépendante du bon fonctionnement de tous ces systèmes, si on a le moindre problème, on va avoir très rapidement très large partie des poissons de la vache qui peut mourir en lien avec des problèmes de qualité de l'eau. Et pour donner un ordre une idée de à quel point c'est un problème dans l'industrie du race intégrale, je citerai Owad Maiman, qui est le PDG de The Kingfish Company, qui est une des entreprises leaders dans le secteur du race intégral, qui a dit lors d'un webinaire qu'il y a un dicton qui dit qu'en race, il faut tuer 1 million de poissons avant de savoir ce que l'on fait. Il disait ça en faisant référence au problème d'événements de mortalité de masse liés à la complexité des systèmes de recirculation et à leurs défaillances potentielles. Et en particulier dans le cas des projets d'élevage de saumon en race intégrale en France, nous on considère que ces élevages-là vont vraiment être problématiques sur le plan du bien-être par rapport à ces points de vigilance. Du coup, le RAS, la recirculation d'appoint, ça peut être intéressant, mais pour Wild Farm, il ne faut vraiment pas sacrifier les autres paramètres du bien-être, en particulier la densité, pour pouvoir s'adapter au réchauffement climatique. Selon nous, ce serait une mesure qui serait contre-productive. Je vous remercie pour votre attention. On va maintenant pouvoir passer à la discussion et aux questions. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Merci Gauthier pour cette présentation qui était très intéressante et on a eu beaucoup de questions. Je vais les prendre par ordre chronologique. Aussi, il y a eu certains commentaires. Alors, première question qu'on a eue, c'est Théo qui étudie la gestion des milieux aquatiques, qui demande dans les bassins d'élevage, y a-t-il des formations de sédiments? Quelle est la profondeur moyenne? Enfin, voilà, la profondeur, tu as répondu, Gauthier. Est-ce qu'il y a assez de formations de sédiments pour avoir une stratification thermique en été? Alors, en termes de stratification thermique, par rapport le lien avec les sédiments et la stratification thermique, j'imagine que c'est peut-être par rapport aux travaux plutôt en pisciculture d'étang. Je connais moins, du coup, je préfère ne pas me prononcer sur ce cadre-là. Après, en termes de profondeur, moi j'ai déjà visité un élevage en Suisse une fois qui avait une profondeur autour de 1,80 m, 2 m, ce qui est supérieur. Et en discutant avec le pisciculteur, il me disait que lui-même, il observait que les poissons se réfugiaient en profondeur en été et que lui-même avait vraiment l'impression qu'il y avait un différentiel. Après, effectivement, malheureusement, j'ai pas de publication où vraiment on a mis un thermomètre en profondeur, mais de manière assez générale, notamment de par ce qu'on voit en milieu naturel, c'est physique que plus on va en profondeur, moins la température augmente. En ce qui concerne les sédiments, dans le cas des élevages en bassin terrestre, en raceway, souvent c'est ce que je disais, la vitesse du courant est suffisamment importante en fait pour balayer toutes les impuretés, du coup ce qu'on appelle l'auto-nettoyage. Du coup, de manière générale, en tout cas si la qualité de l'eau est gérée de manière correcte, on n'a pas d'accumulation de sédiments de manière très importante. On en a forcément un peu, mais on n'a pas énormément.
Très bien. Après, on a une question de Monsieur Alain Boissy. Est-ce que l'élevage de précision est la seule solution? Qui est une question assez large, hein, j'imagine. Gauthier, si tu as des éléments par rapport Là-dessus, je suis assez partagé sur l'élevage de précision. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, l'élevage de précision, de manière générale, c'est un terme qui désigne un peu les nouvelles pratiques d'élevage qui sont basées sur l'utilisation de tout un tas de capteurs précis où on va mesurer tout un tas de paramètres sur la physiologie des animaux, sur la qualité de l'eau, ou ça peut être dans les élevages terrestres, la qualité de l'air. Et on va utiliser toutes ces informations-là très précises qu'on va mesurer avec tout un tas de capteurs pour adapter la conduite de l'élevage, parfois avec des logiciels qui vont même automatiser la prise de décision en fonction de l'analyse des données. Et sur l'élevage de précision, à la fois, je pense que ça peut être intéressant. Je pense que qu'il ne faut pas le rejeter en bloc. Mais moi, la limite que j'y vois, c'est que très souvent, moi, j'ai l'impression que de manière plus générale, même pas forcément uniquement dans le cas de la pisciculture, que les pratiques d'élevage de précision, c'est souvent des pratiques, en fait, des solutions qui sont uniquement adaptées aux sites qui sont assez importants en termes de tonnage, en termes de volume de production, et qui bien souvent, pour être rentables, sont obligés d'avoir des pratiques plus intensives. Du coup, je ne suis pas sûr que, enfin, par exemple, tous les prix des capteurs sont pas forcément adaptés, je pense, aux capacités d'investissement de petits sites. Et bien souvent, les petits sites, alors c'est plus compliqué que ça, le bien-être animal, les petits sont pas toujours meilleurs que les gros, mais malgré ça, les sites plus avec des tailles en général plus modérées, souvent ont des pratiques moins intensives et du coup ont des bénéfices en termes de bien-être. Du coup, c'est un peu la limite que j'y mettrais. En résumé, je dirais que dans les situations où on peut les utiliser, je pense que c'est bénéfique de les utiliser et il faut aller vers là. Mais je pense que pour autant, il faut prendre en compte ce côté-là que c'est des solutions qui ne sont pas forcément adaptées à tous les sites, en particulier les sites de petite taille, qui, sur d'autres facteurs, peuvent avoir des bénéfices en termes de bien-être animal que n'ont pas les sites plus intensifs pour lesquels ces systèmes d'élevage de précision ont été développés. Très bien. Ensuite, je partage simplement deux remarques de pisciculteurs qui sont plus des remarques que des questions. Après, il y a une nouvelle question de Alain Boissy, donc Florian Mermont, qui souligne que les éleveurs ont tout intérêt à suivre et soutenir le taux d'oxygène dans les bassins. Effectivement, nous devons assurer 60% de la saturation en sortie de bassin. Et Pascal Goumin qui ajoute qu'en cage de mer, saumon et truite, nous changeons le cycle d'élevage pour que la ferme soit vide en été pendant les pics de température. Et voilà, parce qu'on n'a pas le temps de réagir à toutes les remarques. Du coup, Gauthier, je te mets directement sur la question de Alain Boissy. N'y a-t-il pas un risque de créer des zones de surdensité en créant des zones d'ombre insuffisantes par rapport à l'ombrage? Ah, oui, alors ça, effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est un point de vigilance dans la mise en œuvre des zones d'ombre. Pour nous, c'est important de faire en sorte qu'il n'y ait pas une seule grosse zone d'ombre sur le bassin. C'est important pour nous qu'il y en ait plusieurs et qu'elles ne soient pas adjacentes, de manière à éviter les problématiques relatives à la compétition pour l'accès à l'ombre. Il y a certains travaux plutôt en laboratoire qui montraient que si on met une seule zone d'ombre, parfois peut y avoir des problématiques d'agression compétitive pour monopoliser l'espace. Du coup, c'est important de faire attention à ça dans la mise en œuvre. Après, est-ce que ça risque pas d'augmenter les densités? Forcément, je pense que c'est probable. Je pense qu'en période de forte chaleur, si on a des zones d'ombre, que la distribution dans les bassins soit un peu plus hétérogène que si on n'a pas de zone d'ombre. Mais j'ai tendance à penser que la balance bénéfice-risque penche quand même plutôt en faveur des zones d'ombre. En tout cas, j'ai jamais vu dans la littérature des cas qui reportaient que l'attroupement des poissons vers les zones d'ombre pendant les périodes de forte chaleur serait tel que ça poserait des problèmes vraiment importants par rapport à l'impact que ça représente en matière de densité. Alors, je passe certaines des remarques. On verra si on a le temps d'y revenir à la fin, mais en tout cas, elles sont toutes très intéressantes. Alors, il y a Aurélien de l'Italie qui une demande de précision assez rapide. Donc, tu as dit truite de lac. Gauthier, est-ce que cela fait référence à la truite fario et non pas à la truite arc-en-ciel? Alors, l'étude que j'ai citée sur le comportement de plongée, c'était une étude qui a été réalisée vraiment sur la truite arc-en-ciel. Après, du coup, non, enfin,
De manière générale, pour moi, de ce que je connais du comportement naturel des salmonidés, et en particulier des truites arc-en-ciel, on peut les trouver elles sont assez adaptables en termes d'écologie, et on les trouve alors principalement dans des rivières, mais il y a également quelques populations, même si elles sont minoritaires, qu'on peut trouver parfois dans des lacs. Concernant la truite fario, je sais pas vraiment en termes d'écologie si elle est plus en rivière ou plus en lac. Moi, j'ai davantage entendu parler en rivière, mais je ne saurais pas me prononcer si on la trouve également parfois en lac à l'état sauvage. Mais en tout cas, l'étude que j'ai mentionnée sur le comportement de plongée, c'est une étude qui a été réalisée sur les truites arc-en-ciel. Euh, Très bien. Ensuite, il y a Pascal Roumain qui demande de préciser notre position sur les gros RAS saumon de 10 000 tonnes. Alors, concernant voilà, les gros élevages de saumon qui sont envisagés en France, nous, on est très critique vis-à-vis de ces élevages-là, en partie pour les points de vigilance que j'ai mentionnés relatifs aux races, et également parce que dans la vision de Wildfarm, euh, on est assez critique vis-à-vis de la création de nouveaux élevages où on utilise des espèces carnivores par rapport à la problématique de la pêche minotière. L'idée, c'est que les poissons d'élevage carnivores, ils vont être nourris en partie en utilisant des huiles et farines de poissons qui sont pêchées en milieu naturel, ce qui pose des problèmes à la fois de souffrance pour les poissons pêchés parce que ces poissons vont être abattus sans être étourdis. Ça pose également des problèmes au niveau environnemental et des problèmes en termes de justice sociale parce que c'est souvent une pêcherie qui sont faites dans bien des cas, pas toujours, mais dans beaucoup de cas, dans des pays où il y a une compétition pour la ressource entre des populations pauvres qui dépendent de cette ressource-là pour la consommation humaine directe et la pêche pour créer des huiles et farines de poisson pour nourrir les poissons d'élevage. Et dans ce cadre-là, à Wellfarm, on pense que la priorité, ça ne doit pas être de créer des nouveaux élevages de poissons carnivores et encore moins avec des tonnages aussi importants que ceux qui sont envisagés pour les saumons, que la priorité pour nous, ça doit plutôt être d'améliorer l'existant et non pas de créer des nouveaux sites. Du coup, dans ce cadre-là, les nouveaux élevages de saumon avec des tonnages aussi importants que ceux qui sont envisagés, et en plus, a fortiori en race intégrale, Wellfarm est très critique vis-à-vis de ces projets-là, et on ne les soutenons pas du tout. Bah ouais, très bien, très clair. On a encore deux questions. Ensuite, il y a quelques échanges, quelques remarques de l'Italie et des pisciculteurs présents que je te partagerai, Gauthier, si tu veux y réagir. On a une question vraiment bien-être animal de Alain Boissy, qui est quelle est la distance moyenne parcourue quotidiennement par un adulte, donc j'imagine un adulte truite, sans contrainte d'espace, si tu Alors, connais ce chiffre. j'ai pas de chiffre précis. Ce que je peux dire, c'est que en milieu naturel, lorsque les truites vivent en rivière, je sais qu'elles passent 80% de leur budget temps à faire de la chasse à l'affût, où elles sont pas très très mobiles, où elles vont rester en fait dans un abri hydraulique, par exemple à côté d'une grosse pierre, à nager à contre-courant. Et lorsque des proies arrivent en dérive, elles vont aller les récupérer. Et le reste du temps, elles vont souvent les passer dans des zones un peu plus profondes où elles vont bouger et leur territoire ne va pas être très large. Du coup, je ne pense pas qu'elles parcourent beaucoup d'espace par jour, au moins lorsqu'elles vivent en rivière. Euh, de manière générale. Par contre, au moment des migrations, elles peuvent parcourir des distances qui sont très importantes, de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres. Après, la distance parcourue par jour, je ne saurais pas dire. Et même dans le cas de l'étude que j'ai mentionnée sur les lacs, les balises, ça a été sur la profondeur, mais ils n'avaient pas mesuré la distance parcourue. Du coup, je ne saurais pas répondre de manière plus précise. Très bien. Bon, une question qu'on peut approfondir, hein. C'est toujours très intéressant de connaître les comportements naturels. On a deux questions de Paris Animaux Zoopolis. Donc, d'une part, est-ce que vous préconisez des mesures d'adaptation pour les poissons d'élevage destinés à l'empoisonnement, du coup, notamment concernant l'adaptation en sélection génétique? Et on a parlé que d'élevage. Aujourd'hui, c'était un choix délibéré, mais on demande est-ce que la canicule pose des problèmes lors du transport? Alors, en ce qui concerne le réempoisonnement, nous, Wellfarm, on se focalise sur les élevages destinés à la consommation. Du coup, c'est pas vraiment c'est pas le cœur de notre réflexion, d'autant plus au vu de la finalité de réempoisonnement.
Après, en termes de pratique d'élevage, je pense pas que je pense pas qu'il y ait de différences majeures sur les mesures d'adaptation entre des élevages destinés à la consommation et d'autres destinés au repeuplement. À un seul point près, c'est la question de la triploïdie. Autant pour des poissons destinés à la consommation qui du coup, si tout se passe bien, si on n'a pas d'échappée, ne vont pas aller en milieu naturel, le recours à la triploïdie est davantage questionnable. Autant sur le plan environnemental, dans le cas des rempoisonnements où on va relâcher les individus en milieu naturel, le fait d'avoir des individus stériles pour la triploïdie, ça peut davantage poser débat en matière environnementale. Et en ce qui concerne le transport, en fait, ça va dépendre des pratiques de transport. Tout dépend en fait de si les transporteurs mettent ou pas en œuvre des mesures pour réguler la température de l'eau. Par rapport au cas des transports d'animaux terrestres, c'est davantage possible en pisciculture de mettre en œuvre des procédés qui permettent de réguler la température de l'eau pendant le transport, soit avec des choses un peu high-tech, soit avec des choses un peu low-tech où on va juste rajouter de la glace dans l'eau. Et, du coup, s'il y a des procédés qui sont mis en œuvre pour oxygéner l'eau pendant le transport et réguler la température de l'eau pendant le transport, il y a moins de risques euh, c'est moins risqué que dans le cas de transport d'animaux terrestres. En revanche, si ces procédés-là ne sont pas mis en œuvre, là, ça peut devenir risqué parce que, surtout si on est sur des transports longs, il pourrait y avoir une augmentation de la température pendant le transport. Très bien. Donc, il y a eu plusieurs remarques. Gauthier, je te laisserai les consulter et y répondre pour certaines, parce que voilà, on ne veut pas trop dépasser sur le temps. Je te partage juste les remarques finales de la part des professionnels. Merci pour ces éléments. De nombreuses préconisations sont déjà pratiques courantes en élevage et même la connaissance du savoir-faire des éleveurs qui s'adaptent au quotidien. Ce n'est effectivement pas quelque chose que nous avons nié. Et des pisciculteurs qui ajoutent tout à fait d'accord, les grands principes cités sont admis. Donc, Aurélien de l'Italie, il serait intéressant de documenter avec la filière ce qui est déjà pratiqué versus ce qui est envisagé d'échanger ensemble sur ce qui est réaliste ou non, conduirait à une impasse technique et économique. Et du coup, des pisciculteurs qui abondent en disant que c'est une bonne idée, ainsi que M. Alain Boissy qui dit que ces échanges ne peuvent être que bénéfiques. Du coup, si tu veux réagir simplement à cette discussion, Gauthier. Tout à fait. Bah, nous, on est absolument ouvert à ce type de dialogue. C'est tout l'objet de l'action de Wellfarm. S'il y a parmi les gens qui nous écoutent des personnes qui souhaiteraient nous contacter pour qu'on en discute de manière plus approfondie lors de rencontres, nous sommes tout à fait ouverts à ce genre de discussion. Et en effet, par rapport à la remarque du savoir-faire des pisciculteurs, c'est tout à fait vrai que qu'il y a déjà beaucoup de mesures d'adaptation qui sont mises en œuvre par les élevages. En particulier, je pense la question de la gestion de l'oxygène et de l'alimentation, je pense que c'est quelque chose que la plupart des pisciculteurs savent faire correctement. Mais en effet, effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant de discuter des pistes qui faire la part des choses entre ce qui est déjà mis en œuvre et ce qui pourrait être mis en œuvre qui n'est pas encore de manière généralisée en France. Je viens juste, je repasse à la slide précédente, s'il te plaît. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. Je vois qu'il y a des remerciements dans le chat. Alors, merci à vous d'avoir été un public attentif et d'avoir posé vos questions qui étaient très intéressantes. Vous pouvez continuer à les poser s'il y a d'autres questions. Si malheureusement j'en ai loupé certaines, normalement je pense avoir fait le tour, mais vous pouvez continuer à les poser en commentaire sur nos réseaux sociaux. Également nous contacter sur nos adresses email si vous les avez, ou sinon sur courrier@wellfarm.fr. Comme Gauthier l'a précisé, nous sommes ravis d'échanger. Donc simplement vous remercier et vous rappeler que la campagne Chaude dedans, dans laquelle s'inscrit ce webinaire, se poursuit jusqu'à fin septembre. On vous appelle, si vous ne l'avez pas fait et si vous nous suivez, à remplir la consultation publique sur le nouveau plan d'adaptation au changement climatique de la France. On a mis en ligne un petit guide. Voilà, si vous avez des questions, également à signer notre pétition sur urgenceclimatiqueanimaux.fr. On vous souhaite une excellente soirée. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux, par email. Également, si vous voulez connaître notre travail, à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre newsletter. Vous pouvez trouver toutes les informations en ligne.
Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée. Gauthier, si tu veux dire au revoir aussi. Euh, je vous remercie pour vos remarques et vos questions et pour l'intérêt de porter à notre travail. En particulier, ça fait plaisir d'avoir des acteurs professionnels qui suivent ce genre d'événements. Et on est tout à fait ouvert si vous souhaitez en discuter de manière plus approfondie en rentrant un peu plus dans les détails techniques avec nous. Au revoir. Bonne soirée.